À la une ce mardi 21 août, la rentrée scolaire se prépare. À quelques jours du mois de septembre, certains élèves plongent déjà dans les révisions. Deux instituts proposent un accompagnement spécifique des jeunes pour les mettre dans les meilleures conditions. Ce soir, Dominique Théophile sera notre invité. Le sénateur guadeloupéen est chargé de mission Sargasses dans la zone Caraïbe. Il a commencé l'état des lieux en Martinique. Un rapport sera édité dans 2 mois. L'écoquartier de Vieux-Pont au Lamentin tarde à voir le jour. Le projet environnemental lancé par le gouvernement il y a 5 ans n'est toujours pas sorti de terre. Dans l'attente, les riverains s'inquiètent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Commençons par ce fait divers. C'est une scène digne d'un film qui s'est déroulé hier soir à Fort-de-France. Une course-poursuite aurait pu virer au drame. Les services de police dépêchés pour une banale dispute de couple interviennent dans le centre-ville. Un homme prend ensuite la fuite à bord de sa voiture avec une femme et un bébé. Il terminera sa course dans le bassin Radoub. Les victimes ont été secourues par les policiers qui ont également interpellé l'individu. Je vous propose d'écouter la réaction de Géolof, secrétaire départemental SGP-FO, et il répond à Sandrine Claude. Nos collègues sont amenés à se rendre donc rue Ernest Desproges pour contrôler donc pour un enfant qui était en difficulté. Donc il se rapproche de cet enfant. S'ensuit plus loin un véhicule où il y avait une dispute de parents. Donc d'après les premiers éléments que nous avons. Les collègues voulant se rapprocher pour demander des explications à cette personne, de pourquoi donc l'enfant était au trottoir, cette personne tire une dame à l'intérieur de son véhicule et cette dame demande donc aux policiers sur place leur secours. Ce monsieur refuse d'obtempérer, il tire cette personne à l'intérieur du véhicule. S'ensuit bien sûr une prise en charge de nos collègues afin de pouvoir porter secours à cette dame. Ce véhicule se retrouve à l'eau avec les occupants du véhicule, donc la personne et malheureusement un bébé à bord, mais nos collègues ont pu les ramener sur le quai. Malheureusement, le conducteur de ce véhicule a tenté à la nage de se soustraire à notre contrôle. Et là encore, d'autres collègues donc de la BAC et d'autres collègues d'autres services ont plongé pour porter secours à ce monsieur afin que le drame soit évité jusqu'à maintenant. On est amené de plus en plus à voir ce genre de personnes, le plus souvent malheureusement pour de simples trucs, à refuser le contrôle de la police. Le plus souvent, c'est un défaut de permis, un défaut d'assurance et on voit très bien que ça peut se terminer en drame. En bref, la terre a tremblé. Un puissant séisme magnitude 7 a frappé le Venezuela en fin d'après-midi. De fortes secousses qui ont également été ressenties en Martinique. Social maintenant, la situation est toujours préoccupante à la clinique Sainte-Marie. Ce matin, une réunion s'est tenue entre la direction régionale et le personnel. Un entretien sans issue. Aucune réponse concrète n'a été apportée. José Le Chartier était sur place pour nous. Dernière ligne droite avant la rentrée, et si certains jeunes profitent encore des ultimes jours de vacances, de la plage ou encore du cinéma, d'autres ont choisi de se mettre dans le bain en suivant des cours de soutien scolaire. Ne leur parlez pas de sacrifice, ils sont ravis de retrouver cahiers et stylos. Sandrine Claude s'est rendue dans 2 instituts aux méthodes bien différentes. Donc là, tu n'as pas oublié la cédille, d'accord, sinon ça va le sonquer. 2 semaines avant la rentrée, ces élèves ont tronqué manettes de jeux et smartphones contre cahiers et stylos. En vacances sur l'île, ce sont les parents d'Antoine qui l'ont inscrit à l'institut. Pas vraiment enchanté au départ, le jeune lycéen a fini par adhérer au concept. Il y a un prof qui aide, donc s'il y a un souci avec un exercice, il est là pour aider. Il y a pas mal de jeunes, donc ça va, ça aide aussi, ça motive. Sébastien suit quant à lui un cours de mathématiques. Pour lui qui passe cette année en terminale S, les révisions sont indispensables. J'ai voulu dès le début des vacances parce que je me suis dit que ce serait super important pour mon année de me remettre à faire des maths. On se dit que c'est pour notre propre réussite du coup que ça reste très important de venir et on se motive pour pouvoir venir et puis travailler. Français, anglais ou mathématiques, les exercices sont adaptés en fonction du niveau de chaque élève. D'essayer de faire des groupes assez homogènes pour se retrouver dans des niveaux équivalents. Il y a des enfants qui ont des lacunes, donc on a besoin de revenir sur les points essentiels, ou d'autres qui sont assez à l'aise et c'est juste une formalité. Dans cet autre centre, on travaille en groupe réduit. Outre les matières classiques, les élèves ont droit à des activités ludiques.
On a travaillé en français et maths et après on a fait un jeu. On doit piocher, on a des mots et on a soit pendu, soit dessiné ou soit mimé. Ces élèves qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école sont ravis d'être là. On fait de bonnes activités, on travaille très bien et après quand on sera pour l'année scolaire, quand on passe d'un niveau à l'autre, on aura évolué. Le travail c'est cool et puis on s'amuse bien. J'aime bien parce qu'on révise et quand on va aller à l'école, on va savoir des choses. Je voudrais que vous lui disiez la règle la plus importante en méthode 3C. Ne pas parler. Oui, Deline. Ne pas parler. Dans la salle d'à côté, silence et discipline sont de rigueur. Ici, on applique la méthode 3C. Des exercices de respiration qu'ils peuvent mettre en application quand ils ont des contrôles ou quand ils voient qu'ils sont stressés, en colère, énervés. Et on a aussi des exercices qui permettent de gagner en confiance en soi, de mieux dormir, de se relaxer. Et on a de très très bons résultats en méthode éducative 3C. C'est une méthode qui est basée sur les connexions neuronales. Et selon elle, réviser avant la rentrée est synonyme d'une remise en route réussie. 2 mois de vacances, voire 3 pour certains élèves, c'est très très long. Et le cerveau oublie très très vite tout ce qui a été appris pendant l'année, sans compter tout ce qui n'a pas été bien acquis. Donc c'est important de remettre la machine en route avant la rentrée. Après avoir bien revu leur programme, tous ceux qui auront opté pour des vacances studieuses disent être d'attaque pour le jour J. Je vous le disais en titre, Dominique Théophile, sénateur de Guadeloupe et chargé de mission Sargasses, est en Martinique pour 2 jours. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons reçu la visite du préfet délégué aux Sargasses, celle du ministre de l'écologie Nicolas Hulot. Vous, sénateur, vous déplacez également en Martinique. Concrètement, quelle sera votre mission ? Alors avant tout, vous l'avez bien signalé lors du déplacement des 2 ministres, Nicolas Hulot et Annick Girardin, en juin dernier en Guadeloupe et en Martinique. Outre les annonces du gouvernement sur la partie financière, il y a été aussi annoncé une mission dans la Caraïbe. C'est une commande du Premier ministre qui a bien voulu faire cette mission-là pour participer à l'élaboration du grand plan qu'il souhaite mettre en place. Et donc, j'ai la chance de mener à bien cette mission qui démarre aujourd'hui en Martinique. Et pour aller dans laquelle la mission consiste en quoi? C'est analyser les stratégies de lutte contre le phénomène, examiner les techniques de ramassage, de stockage, de valorisation et de traitement des sargasses, et plutôt aussi faire un état de la coopération, des coopérations caribéennes sur le sujet. Puis après, dans un premier temps, c'est pour cette raison qu'on commence aujourd'hui rapidement, parce que le 3, 4, 5 octobre, dans le cadre de la conférence de coopération régionale, il y aura un temps sargasse, le 3, sur des thématiques qui vont concerner le sujet. Et puis, la Martinique, à Fort-de-France, c'est la préfecture de zone sur les sujets de l'environnement. Et donc, pour nous transporter à Sainte-Lucie mercredi, nous étions obligés de passer par là et commencer à rencontrer tous les acteurs autour du sujet. Et c'est ce qu'on a fait depuis hier. Et ce matin, avec tous les élus des communes touchées, les services de l'État, la DEAL, l'ADEME, l'ARS, bref, tous les élus et tous les services. Donc une belle réunion pour faire remonter des informations sur le sujet. Vous coordonnez les initiatives en ce qui concerne donc le ramassage, le traitement et la valorisation des algues. À ce stade, est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui fonctionne ou pas? Non, la mission démarre. On aura une visibilité puisque on sait que tout ne fonctionne pas convenablement, puisque nous sommes dans une situation sur un phénomène qui démarre. À l'échelle des phénomènes, 2011, donc je veux dire, c'est près de nous, quoi. Et puis toutes les dispositions n'ont pas été prises à l'époque, puisque c'était, je veux dire, un phénomène où on pensait que c'était un phénomène du temps qui pouvait s'arrêter. Aujourd'hui, en 2010, on se rend compte que c'est un phénomène qui va durer, et donc il faut organiser tout cela autour pour à la fois travailler sur l'urgence, mais aussi sur sortir de l'urgence et travailler sur une programmation, être proactif, anticiper tout cela, et ça demande du travail, à la fois du travail de recherche, à la fois du travail d'organisation sur le terrain, mais aussi un travail avec une coopération caribéenne, puisqu'on ne peut pas circonscrire et juguler tout ça dans son territoire respectif seulement. Il faut
remettre un maximum de territoire dans le coup pour pouvoir harmoniser cette lutte contre les algues sargasses. Donc on parle d'un phénomène récent mais pas forcément nouveau. Est-ce que l'impact négatif des sargasses est mesuré sur des secteurs d'activité comme le tourisme ou la pêche par exemple? Ah bien évidemment, puisque ce phénomène sargasse, les communes touristiques qui sont touchées, les résultats sont pratiquement très arithmétiques. Rapidement, je prends le cas de la Guadeloupe que je connais bien. Il y a une commune sur l'île de Marie-Galante, Cap-Esther de Marie-Galante, où pratiquement 80-90% de l'activité économique s'est arrêtée, puisqu'ils ne peuvent pas, l'émanation de gaz, bref, c'est un dispositif qu'il faut mettre en place une fois que les odeurs, le mouvement des sargasses va s'atténuer. Et donc d'autres communes, bien évidemment, qui sont touchées et qui, leur activité touristiques sont impactées. Les plages, bref, c'est une forte nuisance. Au-delà de la nuisance et indépendamment de la nuisance sanitaire. Et dans ce type de situation, est-ce qu'on peut imaginer des indemnisations? Alors, il existe déjà une loi qui peut être mise en œuvre sur cela, mais il faut aller encore plus loin, organiser, puisque avec la préfecture, les préfectures et la CCI, la Chambre de commerce, des discussions sont entamées pour venir en aide aux entreprises en perte de chiffre d'affaires, pour voir comment trouver un bon modèle pour qu'ils puissent encore résister et revenir dans le champ économique après le passage fort de ces algues sargasses. Alors vous vous rendez demain à Sainte-Lucie, dans d'autres régions de la Caraïbe encore. Combien de temps va durer cette mission? Alors, comme toute mission, c'est un maximum de 6 mois. Nous nous rendrons à Sainte-Lucie mercredi pour 2 jours. Et puis, je rendrai mes conclusions en fin décembre pour permettre au gouvernement d'organiser au premier trimestre de 2019 la grande conférence internationale où des annonces vont être faites là-dessus, sur l'évolution de la recherche, l'évolution de la gouvernance et puis l'évolution aussi de modes de communication qu'on aura pu faire à ce sujet. Donc un rapport de plus, j'ai envie de vous dire. Quelles sont les suites après toutes ces visites, car les populations touchées demandent des solutions concrètes et très rapides? Et c'est normal, puisque quand vous vivez dans une zone de sargasses, vous voyez que c'est pas soutenable, c'est pas acceptable. Mais cela dit, il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle. C'est pas la faute à... Je dis, même si vous avez tous les moyens financiers aujourd'hui, vous devez modéliser, inventer, construire un modèle. Le matériel n'est pas adéquat, il n'existe pas de matériel totalement adéquat sur ça, puisque même si nous voyons ici et là, des porteurs de projets, mais il faut examiner tout cela, il faut étudier, expertiser, puisqu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. En même temps, il faut aller vite, il faut traiter l'urgence, puisque débarrasser les zones de ces sargasses, mais il faut préparer l'avenir, puisqu'on ne pourra pas à chaque fois traiter l'urgence. Il faut passer à l'anticipation, à la prospection, à la projection, et pour pouvoir organiser, que ce soit la partie administrative et financière du phénomène, mais aussi faire en sorte que la recherche progresse rapidement, que ce soit technique ou voire sur la partie santé. Et donc, vous voyez, ce sont des chantiers qui sont ouverts et qui ne sont pas encore prêts à être fermés, quoi. Merci Dominique Théophile d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Une interview que nous avons réalisée tout à l'heure dans les conditions du direct. Souvenez-vous, en 2013, la ministre des Outre-mer de l'époque, Georges Paul-Angevin, inaugurait l'écoquartier de Vieux-Pont au Lamentin. Certains riverains devaient être relogés dans des jolies maisons sur pilotis. 5 ans après, les habitants attendent toujours. Aujourd'hui, le projet achoppe sur la question de l'occupation de la zone des 50 pas géométriques. José Le Chartier. C'est dans des maisons de ce type que plusieurs familles de Vieux-Pont devaient être relogées. Sauf que 5 ans après le lancement officiel de l'écoquartier, les 2 villas restent désespérément vides. Ces 2 maisons témoins avaient été bâties pour les 2 personnes les plus âgées du quartier.
Mais il y a une des maisons qui a été refusée par une dame quand elle disait qu'elle était trop haute. Elle ne pouvait pas y avoir accès parce qu'elle était déjà âgée. Bon, l'autre maison n'a pas encore été donnée à son propriétaire. Mais ce que je trouve un petit peu bizarre, Mme Paul-Langevin était venue et on avait remis justement à à l'autre dame, on lui avait remis ses clés. Bon, eh bien, il y a un peu d'incompréhension générale dans tout ça. Une incompréhension qui touche aussi ceux qui espéraient voir leur maison réhabilitée. Car dans cette zone sensible du Lamentin, certains riverains vivent toujours sans eau courante ni électricité. Mais sans titre de propriété en règle, impossible d'entamer des travaux. Dans le collimateur, l'agence des 50 pas géométriques qui ne jouerait pas le jeu, comme promis initialement. Il y avait déjà un premier directeur, on a eu quand même des discussions, on a eu des échanges avec lui, je dirais. Et il y a ce deuxième monsieur qui se présente, mais c'est aujourd'hui que je le connais, que je le vois pour la toute première fois. Ça donne autre chose. Bon, je dis que tout vient d'eux, pas de nous. C'est d'eux, c'est eux. Je pense qu'ils devaient se concerter. Nous n'avons pas trouver vraiment première parole là, ils ont dit nous, on les 50 pas, comment on a aménagé, actuellement, nous avons trouvé que nous sommes dans confusion totale. Il faut que nous mettions ça à point et puis le 50 pas pour mettre là en harmonie et puis population. Le nouveau directeur de l'agence des 50 pas, c'est lui, Hervé Mounide. Face aux habitants mécontents, il tente d'expliquer la situation. L'agence a commencé à intervenir ici il y a un an ou deux en réalisant ce qu'on appelle des maisons témoins. Ça, c'est la préfiguration de ce que pourra être une opération de relogement ou d'amélioration des conditions de résidence des occupants. Il y a un deuxième volet sur cette affaire qui est un volet foncier, acquisition foncière et acquisition des droits d'occupation dans le quartier. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le statut réglementaire du sol est que dans les textes de loi, c'est toujours de la mer. Nous sommes sur du domaine maritime. Et sur du domaine maritime, on ne peut pas délivrer de titre de propriété, on ne peut pas parler de foncier. Donc il y a des transformations qui sont faites et qui sont en cours, qui n'ont pas avancé suffisamment vite au goût de tout le monde, très certainement, mais qui sont, la démarche est déjà entamée et en bonne voie, de façon à ce que, dans un délai raisonnable, on puisse arriver à pouvoir délivrer aux populations de ce quartier Vieux-Pont, dans la mesure du possible, leur titre d'occupation dans des bâtiments et dans des conditions de vie beaucoup plus saines. Des arguments qui n'ont pas semblé convaincre les intéressés, à qui on demande de patienter encore 4 ou 5 ans avant de pouvoir prétendre à un logement plus décent. L'association des riverains n'entend pas rester là. Place maintenant au best-of du JT des communes. En novembre dernier, la SPA a lancé une collecte de fonds pour la réalisation d'une chatterie, une action qui faisait face à la prolifération des chats errants depuis l'établissement a vu le jour. Revenons ce soir sur cette action avec Hubert Bornil. Je vous présente Pollux, c'est le nouvel ami que je me suis décoté à la SPA. La SPA qui accueille quelques chats en ce moment. Alors c'est vrai qu'il y a les chiens, mais aujourd'hui il faut nécessairement que l'établissement dispose d'une partie chatterie. Alors là, on fait appel aux généreux donateurs. Baillon anti-force pour yopé, mettez ces chats là bien. La prolifération de chats, un phénomène préoccupant pour les responsables du pôle animalier. C'est un travail difficile. Non, c'est juste une question d'amour. Dès qu'on les aime, tout va bien. Après, c'est l'habitude. Ils sont déjà habitués, ils nous connaissent déjà. Pas de problème. Parfois, ils sont malades aussi. Oui, parfois, ils sont malades. Ouais. Ça arrive souvent. Comme c'est monsieur, tout le monde qui apporte, enfin, le chat traîne dans la rue comme ça, il attrape des maladies. Quand il arrive ici, on voit tout de suite s'il est malade ou pas. De nombreux chats sont conduits dans la structure, mais ce n'est pas toujours le cas. Il en reste encore énormément à vivre à l'état sauvage et les dégâts causés par ces petits animaux de compagnie sont nombreux. Ici, l'on recense environ une adoption par jour. Ce couple est venu voir s'il peut repartir avec un petit chat. On regarde juste pour le moment, et puis on prend des renseignements, et puis après on verra. Voilà. Est-ce que tu sais déjà quel genre de chat tu veux? Est-ce que tu as une idée précise? Dans cette couleur-là, ça serait bien. Pour les mettre à l'adoption, il faut que ce soit des animaux de 9 semaines. Avant, on ne peut pas. Identifier, et ils sont mis à l'adoption donc en 9 semaines.
En ce moment, il y a à peine une vingtaine de chats en hébergement dans la structure, mais il arrive qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Le nombre de chats déposés par des gens qui ne souhaitent plus garder leur animal a considérablement augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, il faut que nous adaptions notre refuge à cette nouvelle donne. Allez, on va laisser Jimmy au travail. C'est beaucoup de travail, vous le voyez. Et tout ce qu'on peut dire, essayez de choyer vos animaux, pas abandonner ces animaux-là. Info pratique, dans le cadre de la modernisation de ces équipements, la ville de Schellcher et EDF procéderont à l'acheminement de 2 transformateurs au poste de Lance-Madame. La circulation risque d'être perturbée entre l'échangeur du stade et le rond-point de l'enclos entre 4h et 6h du matin. Travaux toujours, la circulation sera interrompue sur une partie de la rocade de Fort-de-France de 21h à 5h du matin. La portion concernée, l'échangeur de la maternité jusqu'à l'échangeur de Pont-de-Chêne. Et pour ceux qui souhaitent donner leur sang, les équipes de l'EFS seront présentes demain sur le parking de la Galeria de 9h à 14h et comme chaque jour ouvré, à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda Kittmann de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. La rentrée scolaire se prépare. À quelques jours du mois de septembre, certains élèves se plongent dans les révisions. 2 instituts proposent un accompagnement spécifique des jeunes pour les mettre dans les meilleures conditions. Ce soir, Dominique Théophile était notre invité. Le sénateur guadeloupéen est chargé de mission Sargasses dans la zone Caraïbe. Il a commencé l'état des lieux en Martinique. Un rapport sera édité dans 2 mois. L'écoquartier de Vieux-Pont-Lamentin tarde à voir le jour. Le projet environnemental lancé par le gouvernement il y a 5 ans n'est toujours pas sorti de terre. Dans l'attente, les riverains s'inquiètent. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. Demain, retrouvez Céline Chalonneau à 18h50 pour les titres. Et ce soir, retrouvez à 20h votre téléfilm L'ombre de mon jumeau. Je vous souhaite une bonne soirée sur ATV.